casier côté Turpin est un finissant au baccalauréat en création numérique à l'UQAT ici à l'université, qui poursuit sa maîtrise sur mesure ici à l'UQAT sous la direction de André Blanchard ici présent et Paul Willis. Donc il va nous parler donc des défis et les opportunités socio-économiques de la ville intelligente en région périphérique. Donc de ce côté, vous avez une vingtaine de minutes pour votre présentation. Merci. Voilà. Et voilà. OK. Finalement, bonjour, désolé, j'avais des animations dans mon PowerPoint, j'ai décidé de les supprimer avant de vous les montrer. Aujourd'hui, je veux commencer tout d'abord par vous remercier d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Merci à André et à Louis-Paul qui sont mes directeurs de mémoire pour me donner cette opportunité, ainsi qu'aux membres de l'UR en création de nouveaux médias. Je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est la première fois que je fais ce genre de présentation, donc j'espère ne pas vous décevoir. Comme M. Foucault l'a dit, je m'appelle Casey Côte-Turpin. Je suis candidat à la maîtrise de recherche ici à l'UQAT. Je reviens du baccalauréat que j'ai fait aussi en création numérique, donc je suis un peu un produit maison. Je travaille aussi, en fait, dans le cadre d'autres projets de recherche avec un autre professeur du département qui s'appelle M. David Paquin, sur un projet qui est un projet de recherche-création avec un groupe d'artistes de Montréal. Et je travaille aussi sur un projet de recherche avec la Chaire en génomique du Canada, qui est plus le développement d'une application de recherche, disons. C'est pas vraiment de la recherche que je fais dans le cadre de ce travail-là, mais au moins ça me montre un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Je suis désolé, je vais suivre beaucoup mon papier, beaucoup mes feuilles, parce que je veux que vous me compreniez le mieux possible. J'essaie d'éliminer le plus possible les expressions québécoises pour me faire comprendre de la grande majorité d'entre vous. Si jamais je parle trop rapidement, comme là je vois je parle vite, vous me le dites, vous levez votre main, vous dites calmez-vous, ça va bien aller. Merci beaucoup. Bref, donc aujourd'hui je vous présente un peu ce que je fais dans mes recherches. Mes recherches se concentrent, ma problématique de recherche se concentre surtout sur le développement de la ville intelligente ou le développement du numérique en région périphérique, comme ce qu'on vit ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est un contexte qui est différent des autres et c'est ce que je vous présente finalement au courant de cette présentation. Voici l'ordre du jour, disons-le comme ça. C'est en anglais. Je fais la présentation en français. J'ai mis la présentation en anglais pour que certains puissent suivre du moins, au moins la présentation. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte socio-économique de notre région en élaborant brièvement sur les aspects plus typiques qui peuvent, selon moi, occasionner certains défis de développement différents de ceux qu'on retrouve dans les grandes villes. Ensuite, on verra quels sont les enjeux qui auront un impact à court ou à moyen terme sur le contexte ici, définitivement ici en Abitibi-Témiscamingue, pas en région périphérique. Au complet, on se concentre vraiment sur le cas de l'Abitibi. Et nous finirons par une suggestion de projet qui pourrait aider le développement du numérique et plus précisément, de la ville intelligente en région périphérique. OK. Ce dont je vais discuter, justement, c'est la ville intelligente, mais sur un angle un petit peu différent.
Les petites villes intelligentes, les petites villes comme nous, qui ne peuvent malheureusement pas dire que nous faisons partie du groupe de villes intelligentes, loin de là. On a quelque peu de retard à ce niveau-là, en fait, on le verra au cours de la présentation. Mais on parle toujours des villes intelligentes avec les grandes villes. On parle de Barcelone, on parle de Rio, on va parler de Paris, on va parler de Lyon, de Hong Kong, on va tous les énumérer, mais jamais de petites villes vont ressortir dans le lot. Est-ce que c'est possible, en fait, de vraiment développer des initiatives de villes intelligentes ici, dans les petites régions où la densité de population, en fait, ce qui est probablement notre défi principal, est de très loin inférieur, en fait, à ce qu'on retrouve dans les grands centres? Je me suis amusé un petit peu, j'ai comparé la densité de population de l'Abitibi-Témiscamingue avec les pays qui sont représentés au RUN. Lorsqu'on parle de la Chine, on parle de 141 personnes au kilomètre carré. Quand on parle de la France, on est à 98, pratiquement 99. J'ai pas coupé la tête d'un personnage, j'ai décidé de... S'il y a 99 petits personnages... Si on enlève Saint-Denis, c'est... Pour ce qui est de la Tunisie, on parle de 65. Le Brésil, on parle de 24. Et l'Abitibi-Témiscamingue, on parle de 2,6. On comprend, donc, de cause à effet, ça a des enjeux qui sont différents. Il y a quelques petits détails. Les bouchons de circulation, c'est comme pas trop notre problème à nous. Donc, la ville intelligente, c'est un peu ce que je veux apporter comme point. Elle doit s'adapter à chaque ville. C'est toujours très différent, surtout quand on parle des petites villes versus les grandes villes. Il y a l'autre problème, en fait, qu'on voit et qu'on connaît bien ici, en fait, c'est une problématique de connexion Internet. C'est évident qu'il est plus difficile d'attirer tous les citoyens vers le numérique et de les connecter entre eux, en fait. Quand on parle de Wi-Fi, ça, c'est de Wi-Fi pour les Français. Ça fonctionne quand même bien, mais de câbler les gens, de mettre du réseau de fibre optique, c'est beaucoup plus dispendieux, c'est beaucoup plus difficile de tout connecter entre les autres, malgré les technologies qui avancent. Actuellement, en Abitibi-Témiscamingue, tout ce qui se rapporte aux télécommunications appartient à un même portefeuille d'investissement, ou presque. Cette entreprise offre essentiellement la connexion haute vitesse câblée, ce qui veut dire que la couverture est très limitée par rapport à ce qui se fait au niveau des milieux ruraux, spécialement. On voit qu'il va y avoir des espaces comme le Témiscamingue, l'est du Témiscamingue, qui n'est pas couvert du tout par les connexions de vitesse. On est encore pris avec les connexions de téléphone à bas débit, moins de 1 Mbps par seconde, moins de 1 Mbps, pardonnez-moi. En fait, tout récemment, il y a un autre joueur qui s'ajoute un petit peu au portrait des télécoms en Abitibi qui va offrir, ou du moins promet d'offrir, la couverture de 99% de l'Abitibi-Témiscamingue avec des technologies qui se rapprochent davantage des technologies cellulaires ou satellites. Mais c'est pas la première fois qu'on se fait proposer ce genre de projet-là. Ici, en Abitibi, ça n'a jamais fonctionné. Mais l'entreprise est plus sérieuse que ce qui s'était passé auparavant. Donc, on peut laisser la chance au coureur, mais ça reste qu'actuellement, c'est toujours une problématique à ce niveau-là. Il y a un mécontentement certain en région autour de ce sujet qui a même porté les préfets du Témiscamingue et de l'Abitibi à déposer un mémoire concernant la discrimination numérique au CRTC, qui est le Conseil de radiodiffusion des télécommunications canadiennes, tout juste la semaine dernière, en fait, c'est frais. Ils viennent de déposer ça et ils disent finalement que la connexion Internet, avoir accès au réseau, c'est un besoin non seulement pour les individus, mais aussi pour les entreprises, en fait. C'est un besoin, c'est indissociable. La connexion est indissociable au développement économique ou socio-économique d'une région. Tout ça, en fait, c'est un peu une problématique qui est une problématique d'isolation. Lorsqu'on parle d'isolation ici à Rwanda, on le connaît bien la situation. On est quand même dans un milieu qui est urbain. On est loin d'une mégapole, là, loin de là. Mais on est quand même dans une ville, il y a tous les services prêts, mais on a comme deux étapes d'isolement. On est isolé des grands centres. On est loin des marchés du numérique, disons le marché du jeu vidéo, le marché même du web, de la publicité. Tout ça, c'est beaucoup plus orienté vers les grandes villes comme Montréal ou Toronto. Le problème, c'est que nous sommes à 600 km de Montréal, 635 de Montréal et 633 de Toronto. Donc, on a quand même ce petit défi-là au niveau des relations publiques entre les entreprises. Mais on a aussi cette situation-là, à l'autre étape, qui est à l'interne, en fait.
Parce qu'on a, nous, ici, à Rouyn-Noranda ou Val-d'Or, qui sont les deux plus grandes villes de l'Abitibi, qui sont, somme toute, relativement modernes, mais on a des endroits qui sont beaucoup plus reculés et qui ont à peine la connexion Internet, comme je vous l'expliquais plus tôt. On peut citer l'exemple de l'Est de l'Abitibi, pas l'Est de l'Abitibi, l'Est du Témiscamingue qui ferme des écoles parce qu'il y a une dévitalisation de ces milieux-là. On parle d'urbanisation, mais on en revient tantôt. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça la question. On dit que c'est inévitable, et j'abonde dans ce sens-là, c'est inévitable, mais est-ce que l'urbanisation, dans un contexte comme le nôtre, est-ce qu'on va vers les grands centres parce qu'on veut vraiment aller vers les grands centres, ou est-ce qu'on va vers ces mégapoles ou ces métropoles-là parce qu'on n'a pas vraiment le choix si on va avoir du travail dans notre domaine ou un travail qui sort un petit peu du contexte que nous connaissons, qui est les mines finalement, ou les ressources naturelles, où notre économie roule probablement autour de 20% des emplois qui sont reliés directement ou indirectement aux mines. Pour ce qui est de l'économie, la moyenne des revenus est excellente ici, elle est supérieure en fait à la moyenne du Québec d'environ 30%. Des régions, il y a des régions qui se débrouillent, on n'est pas les meilleurs, mais on est dans la bonne moyenne, disons-le comme ça. Par contre, cette situation-là que je vous explique avec les mines, c'est que vous arrivez ça arrive avec d'autres problématiques. Oui, ça nous aide économiquement parlant, c'est très très bon pour l'économie dans le sens où il y a des gens qui font des très très gros salaires, mais l'autre problème, c'est quand les mines tombent, les gens qui sont dans les mines se retrouvent sans emploi et c'est des gens en partie qui sont moins éduqués en moyenne, disons-le comme ça. Juste en Abitibi-Témiscamingue, il y a 35% de la population qui a un diplôme d'études secondaires 5 et moins. Donc, c'est difficile quand ces gens-là passent d'un salaire d'environ 100 000 $ par année, de revenir après et retrouver du travail dans ces genres de salaires-là, finalement, ou de ces genres de situations financières-là, sans études du tout. Donc, souvent, ils vont devoir s'expatrier ou autre chose. C'est souvent un contexte qu'on voit. C'est un contexte qu'on voit. Ici, économiquement parlant, l'Abitibi-Témiscamingue mon Dieu, il est là en anglais et il parle en français, c'est difficile. Le taux de chômage, pardonnez-moi, est inférieur au Québec comparé à la moyenne inférieur en Abitibi comparé à la moyenne du Québec et du Canada. On peut le voir à l'écran. On parle d'une moyenne de 6% qui est très très bonne, sincèrement, pour la situation mondiale actuelle. On n'a pas beaucoup de compagnies ici qui travaillent directement le numérique, ou du moins il n'y a pas vraiment de statistiques qui recensent ça, ou les statistiques ne s'accordent pas parce qu'il n'y a pas de définition vraiment stricte par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce que le numérique. On parle beaucoup des TIC, même des TI encore. Il y a beaucoup de définitions, mais rien n'englobe tout ce que moi je voudrais englober avec le numérique, parce que les TIC, on parle de système, mais on pourrait parler aussi de la création numérique, ce qu'on fait nous dans le département, ça fait partie du numérique évidemment, mais ça ne s'inclut pas nécessairement directement dans les TIC à mon avis. Donc c'est difficile de savoir comment il y en a, mais des entreprises qu'on peut voir qui travaillent le numérique ou la création numérique, il y en a moins d'une dizaine, mais la plupart d'entre elles marchent très très bien. Un autre constat, en fait, un autre fait, c'est que tout simplement, nous sommes en retard. En retard sur quoi? En retard sur l'utilisateur. Parce que l'utilisateur de l'Abitibi-Témiscamingue ou de Rouyn-Noranda consomme sur Internet comme partout ailleurs au Québec. On a sorti les notes tendances avec le Cefrio au début de l'année et on voit que ça augmente progressivement. Dans la tranche des 18-35 ans, on parle de environ 43%, oui, 43% en fait qui se disent cyberacheteurs. Ce que ça crée comme situation, c'est un petit peu inconfortable parce que nos entreprises sont en retard. Surtout si on prend un exemple typique dans le développement du numérique ou dans la ville intelligente, c'est les entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas si c'est une appellation qu'on utilise en France. Oui. Ouais. Donc, on peut voir ça avec eux. Le e-commerce, ils sont super en retard. Il y a pratiquement aucune entreprise, je pense que c'est moins de 5% des entreprises qui sont vraiment en train de faire du e-commerce actuellement en Abitibi-Témiscamingue. 40% des entreprises n'ont même pas de visibilité web, aucune visibilité web en Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment énorme. Ce qui veut dire pas de page Facebook, pas de page 411, rien, pas de site web du tout. Donc, c'est quand même énorme.
Et c'est ça, ils n'ont pas de site de transaction, mais les gens font les transactions en ligne. Ce qui fait que nos marchés se font prendre par des entreprises externes qui créent de la richesse chez eux, mais nous, nos entreprises perdent ce qu'on achète en ligne et n'utilisent pas les marchés, s'ouvrent pas au marché finalement pour profiter des opportunités que le numérique peut leur apporter. Ce qui m'a amené intéressant, c'est une citation que j'ai trouvée dans un livre, mais je n'ai pas réussi à trouver la source, je vais juste le mentionner, je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai pris, c'est qu'est-ce que ça va coûter de ne rien faire? Parce que souvent, c'est l'argument qu'on voit souvent quand on arrive en entreprise ou quand on consulte les gens de développement, c'est les coûts, les gens parlent des coûts, mais qu'est-ce que ça va coûter aux entreprises ou qu'est-ce que ça va coûter à la ville de ne pas se moderniser finalement ou à la région de ne pas se moderniser? C'est du côté en fait des municipalités, c'est facile de voir que la région est en retard juste en ouvrant les yeux très rapidement. Faites juste le tour du site qu'on peut voir de la ville de Rwanda ou le tour des rues en fait. On est encore avec des parcomètres à monnaie. Je ne sais pas d'entre vous qui a de la monnaie dans ses poches. Je ne traîne plus de monnaie depuis quelques années. On n'a aucune manière de payer, puis c'est une problématique qui est relativement sérieuse. Les gens n'en ont pas conscience, mais on en parle beaucoup avec les commerçants de centre-ville, parce que c'est le seul endroit finalement qui a vraiment des parcomètres. On vit une petite dévitalisation de nos centres-villes en ce moment, rien de majeur, mais quand même quelque chose de considérable. Quelques locaux de libre et de moins en moins de commerce de détail en fait. C'est ce qui inquiète les centres de développement. C'est ça, c'est que les compagnies soit meurent ou se déplacent. Et un centre-ville où il n'y a pas de commerce, on arrive à la vente trottoir, ceux qui viennent de la place, quand on a un gros événement de shopping, on arrive, il n'y a après plus rien, sauf des bureaux comptables, des trucs comme ça. C'est pas ce qui crée le centre-ville le plus animé, disons-le comme ça. C'est pas négatif, là, je sais, je l'ai entendu rire, là, c'est juste, en fait, pour un centre-ville, je crois que ce serait préférable. Et bref, on a des parcomètres. Un des aspects qui est le plus important quand on parle des habitudes de consommateurs, ils vont aller où est-ce que c'est le plus simple. Souvent, au Rwanda, il n'y a pas beaucoup de stationnement quand on parle de centre-ville, et en plus, on doit les payer, et en plus, on doit souvent prévoir le fait d'avoir de la monnaie dans nos poches pour y aller. En ce moment, à Rouen, il y a un projet qui se développe qui s'appelle le projet Sénator, qui va installer de nouvelles grandes surfaces finalement à Rwanda, ce qui n'est pas négatif en soi, mais qui risque de faire mal à ces entreprises-là qui sont au centre-ville parce que eux, les grandes surfaces, ont un stationnement incroyablement grand, beaucoup plus grand même qu'ils pourraient en avoir besoin. Et tu ne paies pas quand tu vas dans une grande surface. Tout est proche, tu ne paies pas pour pour te stationner. Donc, il y a tout ça. Est-ce qu'il y aurait une gestion au niveau de la ville intelligente qui pourrait être plus pertinente à faire avec ça? Moi, je suppose que oui. On peut regarder aussi sur le site de la ville. En fait, vous verrez, il n'y a pas grand-chose. On ne peut même pas payer une contravention sur le site de la ville. On est un petit peu en retard à ce niveau-là. La seule façon de payer une contravention autre que se déplacer et payer la contravention ou la poster et la payer, c'est d'être membre d'un institut financier qui est participant avec la ville, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et si vous êtes, disons, un étranger prend un ticket de parcomètre, un billet de parcomètre, ben, vous allez être obligé de payer par la poste. Donc, c'est quelques petits détails comme ça qui montrent bien qu'il y a un certain retard. Grâce à l'UQAT, en fait, ça découle des problèmes un petit peu, mais ça arrive dans les opportunités ou dans les enjeux du moins. Grâce à l'UQAT, on a une main-d'œuvre qui est hautement qualifiée. Ici, on forme des gens qui sont vraiment super bons dans le développement du numérique, finalement, dans pas mal tous les secteurs de ça. Même si on a évidemment le département de l'UR en création de nouveaux médias, on a même le cégep qui développe en informatique. Ou en cinéma, on a l'ingénierie mécanique qui trouve un petit peu plus d'emplois facilement en région, mais quand même. Ces gens-là doivent souvent s'exiler d'un grand centre pour travailler. Et comme notre économie est souvent peu diversifiée à cause des mines, à cause du contexte des mines, ceux qui ne veulent pas travailler dans ce milieu-là doivent et faire des emplois professionnels doivent sortir, ou doivent du moins faire le mieux possible pour s'en sortir. En quoi est-ce que ça concerne le numérique? C'est que le numérique, à mon avis, pourrait permettre aux entreprises actuelles de se développer davantage et ça pourrait les aider à créer de l'emploi. Souvent, on va dire que le numérique enlève des emplois, ce qui est vrai dans certains cas, mais je crois qu'en optimisant, en améliorant nos entreprises ici, on serait tout simplement plus efficient et on pourrait se concentrer ailleurs que juste sur notre routine quotidienne.
ce qui est un problème qui est très fréquent dans nos organisations. Le beau côté des choses, en fait, c'est que le retard actuel, c'est une problématique qui apporte des opportunités qui sont ultra pertinentes pour des régions comme nous. Ce qui est dommage, c'est surtout que la ville de Rwanda a les atouts qui pourraient non seulement nous aider à développer la ville intelligente en région, mais aussi d'attirer de l'investissement étranger pour développer le numérique et en faire un véritable vecteur économique, de faire que le numérique que ce soit intéressant, même pour les gens de l'extérieur, de venir travailler ici dans le monde du numérique. Un des aspects qui est surprenant, c'est une étude que j'ai trouvée qui était de Whittaker, qui est Broadband's Contribution to Economic Growth in Rural Areas Moving Towards a Causal Relationship, pardonnez-moi. C'est que les personnes créatives préfèrent s'éloigner des grands centres. Ils préfèrent les régions en périphérie, ce qui est pas tant surprenant finalement. Mais j'avais trouvé la cause intéressante. Oui, ici, on essaie de sortir du stress. Les personnes créatives essaient de se sortir des milieux stressants, beaucoup moins de stress. Rwanda, comme anecdote, est à peu près toujours dans le top 5 des indices du bonheur, là, des meilleures villes au Québec au niveau de l'indice du bonheur. Le premier aspect intéressant, c'est que, en plus de la créativité des gens créatifs, on a d'autres avantages. Oui, on a notre main-d'œuvre qui est formée ici, donc il y a une main-d'œuvre qui est latente. Il y en a même qui travaillent vraiment pas dans leur domaine, qui veulent vraiment rester en région. Les gens sont attachés à leur région. Quand on dit local identity is stronger, c'est justement à Montréal, quand on compare avec les grands centres, ou quand je prends Montréal parce que c'est celui qui est plus proche de notre réalité à nous, disons. Ils doivent forcer les gens à s'identifier à leur ville ou à leur quartier. On a vu ça souvent avec la meilleure idée, le concept de la meilleure idée. Ils essaient d'attacher les gens à leur quartier. Nous, c'est déjà fait. Les gens ont déjà cette appartenance-là à leur région. Ce qui est déjà gagné, c'est un avantage pour ça. L'autre aspect qui est par rapport aux municipalités qui sont délocalisées, qui sont plus loin. On pourrait prendre l'exemple de Destor, que je suis certain que vous connaissez tous. C'est un petit village qui est à 30 minutes, une cinquantaine de kilomètres au camp au Passatica, en fait. Vous voyez, ça va bien l'Internet à Passatica, non? On a beaucoup de gens, il y a vraiment une proportion importante de gens qui habitent ces milieux-là encore aujourd'hui, qui n'ont pas accès à Internet. Et si vous n'avez pas accès à Internet, vous n'avez pas accès surtout à beaucoup de services qui découlent d'Internet. Si je peux prendre l'exemple, en fait, que je travaille avec M. David Paquin au niveau du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. C'est une application qui est grosso modo un formulaire interactif qui sert à... C'est pas moi le chercheur en génomique. Ça sert à déceler certains troubles neurodéveloppementaux pour des gens qui sont atteints d'autisme, une forme d'autisme rare. Ils disent qu'il y a autour de 400 personnes qui ont ciblé qui auraient cette malformation génétique-là. Et dans le fond, ils les faisaient venir toutes les années à Montréal. Mais même si la médecine a beaucoup de budget, ça reste que c'est super dispendieux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est... ce que je fais pour eux, c'est que j'ai développé une application mobile qui allait remplacer, qui permettait finalement d'enregistrer, de faire les tests directement avec le visuel de la personne. Ça l'envoie sur un serveur et c'est fait. En fait, une dame des conférencières parlait des initiatives de e-santé. C'est un peu ça. C'est un enjeu et une opportunité, c'est que nous, les gens, pourraient vraiment utiliser ça. Parce que de là à faire 30 minutes de route pour avoir accès ou pour payer un parcomètre ou quelque chose comme ça, ça peut arriver super bien. La population qui est vieillissante, on va avoir besoin de ces services de e-santé-là. Ils vont avoir de moins en moins à bouger, à se déplacer. Donc, il y a une opportunité ici. Il y a une clientèle rurale qu'on peut aller chercher avec ça. C'est là, en fait, c'est ça le principal enjeu. OK. Donc, le troisième point de cette liste-là, c'est les décisions peuvent se prendre beaucoup plus rapidement grâce à des infrastructures gouvernementales qui sont réduites. Oui, c'est quand même du gouvernement, c'est quand même long, c'est quand même des grosses machines, mais c'est toujours moins long de savoir si on va avoir un financement à Rwanda que dans une grande ville ou quelque chose comme ça. Vous pouvez voir le maire passer sur la rue à Rwanda, ce qui a moins de chances d'arriver peut-être à Hong Kong, disons-le comme ça, où la densité de population est un petit peu supérieure. Tous les gens se connaissent. OK.
Dans le cadre de mes recherches, j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs intervenants qui s'occupent du développement culturel et économique de notre ville, et certaines lacunes de nos organisations sont récurrentes. Je prétends pas avoir un point exhaustif ou l'exhaustivité de la liste des points, je vous en présente 3 qui sont revenus le plus souvent. C'est que, surtout chez les petites et moyennes entreprises et le milieu culturel. C'est vraiment ces 2 acteurs-là que j'ai plus étudiés jusqu'à présent. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Si on regarde la situation, c'est que la majorité des entreprises ou la moyenne d'employés par entreprise ici, si on exclut les grandes entreprises, c'est 4 employés par entreprise. Donc, souvent, le patron, le propriétaire de l'entreprise se retrouve à faire la comptabilité, se retrouve à faire la gestion de ressources humaines, se retrouve à faire tout, finalement, ou presque tout ce qui est la gestion. Donc, le premier, ce qui est ressorti premièrement dans notre enquête, dans l'enquête qui a été faite ici à l'UQAT, c'est que les gens disent qu'ils n'ont pas le temps ni de l'apprendre, ni de s'en occuper. Donc, le deuxième point, c'est les budgets. Ça, c'est évident. Les entreprises, encore, quand on parle de petites entreprises ou d'organismes culturels, qui sont souvent des OSBL, des entreprises qui ne génèrent pas énormément de revenus, c'est difficile de payer soit un consultant ou quelque chose comme ça à plusieurs centaines de dollars de l'heure pour développer ça, ou tout simplement mettre un 10-15 000 $ pour développer un site de e-commerce, par exemple. C'est quand même, pour des entreprises de cette taille-là, c'est vraiment considérable comme budget. C'est évident que quand on parle de compagnies à la Walmart ou même dans des grandes villes où le volume d'achat est beaucoup plus grand, la situation n'est pas la même, mais ici, on n'a pas le choix. Les budgets, c'est vraiment une réalité. L'autre aspect, c'est le manque de connaissances, et ils veulent pas le sous-traiter parce que ça coûte cher, mais ils veulent pas l'apprendre ou ils ne peuvent pas l'apprendre facilement, du moins. Ce qui est le cas, parce que souvent, surtout les organismes culturels utilisent quand même bien le numérique. Tu sais, les organisations de spectacles, ces trucs-là vont faire un bon travail au niveau de leur promotion. Mais il leur manque le petit détail pour aller chercher encore plus. Et c'est eux qui ont donné la meilleure réponse, je vous dirais, au niveau de la demande de formation, qui ont vraiment été intéressés, surtout gestion des réseaux sociaux, stratégie de contenu. Ces trucs-là, c'est ce qui nous les a attirés, du moins de ce que j'ai pu en remarquer jusqu'à présent. Mais comme je dis, c'est pas encore, la méthodologie n'est pas terminée, donc je peux pas dire que c'est tout fait. Une citation, en fait, que j'ai apportée parce qu'au début de mon mémoire, en fait, André et moi, on a rencontré des gens d'un organisme de développement que je nommerai pas nécessairement, mais qui travaillaient beaucoup. Ils nous disaient « faut que vous trouviez une filiale. Faut que vous trouviez une filière. » En fait, ça se dit filière. Vous arrivez, ils nous ont comparé, en fait, ils ont comparé le numérique à l'aluminium. On leur disait, nous, on voulait leur développer un projet pour un organisme qui pourrait aider le développement du numérique, justement. Donc, je vais en parler un peu de cette idée-là, ou de l'embryon de l'idée, du moins, par la suite. Mais ils nous ont dit, il faut que vous trouviez une spécialisation et nous comparer à l'industrie de l'aluminium. Mais c'est un peu différent. Je vous laisse, en fait, je vais vous la lire parce que c'est en anglais, mais c'est une citation que j'ai lue d'un livre qui est L'âge de la multitude par A. Collin, je ne me rappelle plus du prénom. C'est la troisième grande erreur de bien des politiques économiques est de considérer le numérique comme une filière et de le traiter comme tel. On parle de filière numérique comme on parle de filière agricole, comme si l'impact économique et social de l'électricité pouvait être réduit à la filière nucléaire. Et l'on prévoit donc des allocations ciblées pour la filière et l'on veut retrouver à notre toute force un centre à filière. Et l'on veut que les représentants constitués de la filière, Excusez-moi. C'est oublier que l'essentiel de la création de valeur et des emplois proviendra de la puissance transformatrice de ces technologies dans les autres filières, de l'irruption de cette économie de la multitude et dans d'innombrables secteurs cloisonnés, verrouillés aujourd'hui trop tranquilles. En fait, si je peux juste prendre ce que moi j'ai apprécié de cette citation-là, c'est que c'est pas tant le numérique qui va créer de la valeur au premier essor, c'est souvent le jumelage de cette énergie, de ce développement numérique-là avec les autres entreprises. Oui, on peut faire de la valeur, on fait une compagnie, on crée une compagnie qui crée des sites web pour prendre le classique. on développe des sites web où oui, l'entreprise va générer de la valeur, va générer du profit évidemment, mais où on peut générer davantage de profit, où il y a un meilleur, en anglais on dit return on investment, ça doit être retour sur investissement en français, c'est dans la poche de nos clients de ces entreprises-là, finalement. C'est eux qui doivent générer un profit sur le profit que nous, on fait d'eux, finalement. C'est comme ça. Et c'est quelque chose qui est mal compris, je crois, par la classe politique.
Et à une exception près que je crois Montréal a bien comprise avec leur initiative de l'accélérateur numérique. Un aspect intéressant aussi que je voulais apporter, c'est, je disais que les travailleurs créatifs sont intéressés, préfèrent s'éloigner des grandes villes. Peut-être, ce serait à voir s'ils seraient prêts à venir aussi loin que l'Abitibi. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais il y a vraiment toute une énergie. On voit Montréal aller avec l'accélérateur numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une grosse infrastructure, pas si... Oui, c'est quand même assez gros. C'est un organisme qui finance des projets de start-up, finalement. Et ça l'aide vraiment beaucoup l'idée de la ville intelligente parce qu'ils sont vraiment là pour ça. C'est l'accélérateur numérique de la ville, donc ils vont sponsoriser, ils vont mettre de l'argent dans les entreprises qui veulent développer la ville numérique, la ville intelligente. Le Smart City Market, le marché de la ville intelligente, est estimé à 1500 milliards pour 2020. J'ai pas réussi à trouver toutes les statistiques derrière pour voir si c'était vraiment plausible. Mais ce ne serait pas tant surprenant, à mon avis, parce que c'est là que ça s'en va et les villes grossissent tellement rapidement qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc, si on réussit à attirer de l'investissement, si on réussit à aller chercher des entreprises, est-ce qu'on peut aller chercher une partie, ou du moins, est-ce qu'on est capable de développer des entreprises qui peuvent aspirer à de l'international ici? Sur le numérique, pourquoi c'est important d'avoir un centre à Montréal pour le PR, le Public Relationship, les relations entre les entreprises, mais pourquoi pas délocaliser une partie de la production? Il y a plein d'avantages à faire ça, justement, parce que les gens sont bien, ils ont accès à tout. Les gens n'arrivent pas en retard le matin parce qu'ils sont plus dans un embouteillage. Ça, c'est vraiment un des petits aspects. Mais vous avez aussi le coût de l'immobilisation qui est nettement inférieur. Vous avez l'appartenance, parce que ce sentiment d'appartenance-là se traduit non seulement à la région, mais aussi aux entreprises. Donc, je crois qu'il y a vraiment un potentiel. Il s'agit juste de le développer. Comment est-ce qu'on pourrait le développer? L'idée que je lance comme ça, c'est un makerspace. En fait, je pense que notre collègue est parti, Pascal Nataf, il en a parlé brièvement hier des makerspaces, mais pas juste un makerspace. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'appellation. C'est souvent un endroit où on fait du bisounage. On dit ça en québécois. Là, je vous avais dit, je suivrais mes feuilles. Je ne les suis pas du tout depuis le début. J'espère que vous me comprenez un minimum. Mais quand on dit bisounage, on sait qu'il n'y a personne qui sait ce qu'on dit. On travaille avec des outils et on prototype des aspects, des trucs. Makerspace, Fab Lab, c'est des trucs qui se rejoignent, qui sont un petit peu différents. Mais je surfais sur cette idée-là, mais je voulais pousser ça beaucoup plus loin. Parce que justement, on doit s'approprier cette idée-là pour nous, pour l'Abitibi-Témiscamingue, pour Rouyn-Noranda. Parce que je crois que l'endroit où ce serait le plus intéressant de l'avoir, c'est ici à Rouyn-Noranda, parce qu'on a justement l'infrastructure de l'université, beaucoup de marchés, on a quand même, je ne sais pas si en fait, il doit y avoir une compétition certaine entre Rouyn et Val-d'Or, savoir qui est la plus grande ville. Mais à mon avis, c'est ici avec l'effervescence qui est autour de l'université, on voit en fait ce qui se produit en ce moment avec le RON, on a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Donc, je suis convaincu que c'est ici qu'il faut que ça aille. Mais, bref, dans ce makerspace-là, ou dans ce laboratoire-là, on pourrait appeler ça comme ça, on pourrait inclure l'idée de l'accélérateur numérique. Ce qui veut dire d'essayer de trouver du capital de risque qu'on pourrait investir, soit public ou privé, ou un mélange entre les deux. On pourrait investir pour des entreprises qui partent. Parce que si une entreprise veut partir, c'est difficile. Les startups, c'est beaucoup de risques. On le voit, la plupart plantent. Donc, c'est pas tout le monde qui peut décider demain matin « oui, je risque ma maison et je me lance ». Donc, avoir un coup de main, peut-être un partenariat, on est très fort là-dessus en fait, en région, les partenariats privés-publics, les PPP. Donc, je crois qu'il y aurait quelque chose à développer là-dedans avec un incubateur. On arrive avec un incubateur dans le sens où les entreprises peuvent se déplacer, venir dans les locaux et utiliser ce qu'il y a dans les locaux. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ces locaux-là? Il nous faut High Speed Connection, il nous faut une connexion très haute vitesse. C'est une limite qu'on a ici. Il y a pratiquement nulle part en ville on peut avoir du 100 Mbps. Donc, si vous arrivez à un endroit comme ça où vous décidez de travailler le vidéo, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans la vidéo? Vous allez voir que uploader ou téléverser, qu'on dit en français, je crois, uploader 1 gig quand on a 10 Mbps, c'est pas si mal, mais souvent ça descend. Puis ça prend quand même des heures, des heures. Donc quand on travaille, on met des rushs sur un serveur, par exemple, en vidéo, c'est
très, très, très laborieux. Donc, dans un laboratoire comme ça, il nous faut une connexion high speed. Soit on s'affilie avec un organisme privé qui peut nous permettre ça, ou soit on va aller chercher, il y a un organisme qui s'appelle aussi le GIRAT qui fournit actuellement la fibre optique ici à l'université, qui a une connexion qui pourrait permettre ce type de projet-là. Mais ils ne peuvent pas connecter directement les entreprises privées. Donc, il y a peut-être une logistique légale, en fait, à étudier par rapport à ça. Mais je crois qu'ils pourraient, si on décide de faire une opportunité comme ça qui est à but non lucratif. L'autre partenariat que je vois qui pourrait être super intéressant, c'est par rapport aux cours. Il pourrait avoir une affiliation qui pourrait se donner avec l'UQAT ou avec l'UR en création de nouveaux médias et même l'UR en gestion. C'est ce qu'il appelle, je ne sais pas comment il l'appelle, l'UR. Bref, le bac en gestion, le département de la gestion, qui pourrait offrir la formation en continu, faire un lien avec ça, avec un organisme comme celui-là. Je ne les ai pas mis là. Si vous voulez, je les répéterai en anglais aussi, j'ai oublié. Il y a le volet R&D aussi qui pourrait être super intéressant. Les entreprises n'ont aucunement les moyens. Les petites entreprises ont beaucoup de difficultés à aller chercher du financement pour leur R&D. Je ne sais pas s'il y en a au Canada qui connaissent le programme RSDE, Recherche scientifique et développement expérimental. C'est plutôt difficile d'entrer dans leur barème pour les petites entreprises. Ça reste du légal, du quelque chose qui est très légal. Donc, il y a des termes qui sont difficiles à cerner et les petites entreprises, encore là, on revient au même problème. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de ce genre de problème-là. Ils sont trop ancrés dans leur quotidien. Donc, ils pourraient avoir ça. Quoique les chercheurs, il n'en pleut pas en Abitibi-Témiscamingue, mais on va en former. Sauf que, bref, ça pourrait être un outil très intéressant. Il y a une initiative au Québec qui s'appelle Savoir à faire. Et avoir les commentaires qui sont sortis des gens d'affaires, le principe est simple. On prend des étudiants maîtrise, doc, post-doc en recherche, on les amène à un endroit, on prend les gens d'affaires de cette région-là, qui était le Saguenay-Lac-Saint-Jean cette année, on les met au même endroit, on discute de projets. Chaque jour, on sort un plan d'affaires en lien avec la recherche et développement et on essaie de développer économiquement la région. Et les commentaires qui sont sortis sont très, très, très positifs. Et souvent, les plans d'affaires qui sortent de savoir-à-faire, il s'est servi quelques fois, 4 ou 5 fois dans les dernières années, où ils se sont vraiment concrétisés. Donc, on voit qu'il y a un potentiel, mais il y a quelque chose à développer par rapport à ça. Le dernier point que je n'ai pas écrit là non plus, c'est le toolings, l'accès à de l'outillage ou des outils de prototypage. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent se payer une imprimante 3D digne de ce nom. On peut en trouver une à 2000 $, mais pour prototyper des pièces ou des trucs comme ça, c'est pas tant accessible. On parle de plus autour de 10 ou 15 000 $, dépendant des besoins. Niveau professionnel, mais tout autre type d'outillage, les composants électroniques, des trucs comme ça, vous voulez tester des choses, vous ne pouvez pas les faire à l'interne, ça coûte souvent trop cher, vous ne savez même pas ce que vous avez besoin. Donc sur place, vous avez des gens qui peuvent aider, qui peuvent vous orienter par rapport à ces projets-là, par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez utiliser une imprimante 3D, il y a quelqu'un qui est capable de vous faire un petit crash course, comme on appelle en français, sur AutoCAD ou quelque chose comme ça. Bref, et après ça, on y va comme ça. Hein? Je conclue, OK. Où suis-je? En fait, c'est parfait. Bon, et voilà, je conclue. Pour le développement de la ville intelligente en région périphérique, c'est une importance capitale, en fait. Comme je l'ai dit tantôt, on ne sait pas ce que ça va coûter de ne rien faire avec l'urbanisation. Pour ceux qui sont urbains, c'est comme une opportunité, mais pour nous, c'est pratiquement une menace. Tu sais, on perd des gens chaque année. Donc, on essaie de développer ça. Je crois qu'avec la ville intelligente, on arrive avec des projets que je n'ai pas eu le temps de présenter, qui est un peu dommage, mais qui pourraient vraiment créer de l'emploi ici et nous apporter énormément au niveau de la ville, améliorer notre qualité de vie de beaucoup. Même si elle est quand même relativement bien, il faut être honnête. À mon avis, je suis peut-être un peu dans les extrêmes, mais je crois que le chantier de développement du numérique est aussi important que le chemin de faire l'EIT au Canada ou que l'électrification des endroits de l'EIT. Parce que on y est tous, tout le monde en a des ordinateurs dans leur poche, ça vous suit partout. Il y a d'autres problématiques qui viennent avec ça. Hein? Mais je crois qu'il y a vraiment... Il faut qu'on prenne conscience assez rapidement en fait que le développement du numérique et la ville intelligente, on y est et il faut qu'on prenne l'avance. C'est tout. Quelques minutes pour des questions. Allez-y. Avant d'aller à la pause,
Ok, merci pour cette présentation. Je vais commencer peut-être par une plaisanterie. Je crois que le Parti québécois a trouvé son futur leader, puisque tu présentes un projet de développement. Plus sérieusement, j'ai vraiment apprécié la présentation parce que tu pointes un des enjeux des Smart Cities, qui est la compétitivité ou la compétition entre les territoires. Et tu développes non pas le point de vue d'une mégapole, mais le point de vue, on va dire, d'une zone périphérique. Je crois que c'est le thème que tu as employé. Région périphérique, les deux choses. Région périphérique. Et que il y a 2-3 choses que j'ai retenues, puis après, je voudrais t'envoyer ou t'orienter vers une lecture. C'est intéressant de noter des liens possibles entre ce que tu as dit. Il n'y a pas vraiment si, il y a du numérique, mais on va dire le numérique est peut-être plus développé dans des grandes villes comme Montréal, mais en tout cas l'indice du bonheur est beaucoup plus important ici à Rouyn-Noranda. Montréal est comme 40e pour l'anecdote. Voilà. Et que donc le lien entre numérique et bonheur est pas forcément automatique. C'est très intéressant de pointer ça. Et aussi tu dis l'attachement au territoire qui est une préoccupation de grandes villes, de grandes mégapoles, qui n'est pas forcément la préoccupation de villes comme celle de Rouyn-Noranda. Et qu'on voit bien une dimension qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, c'est le Smart City et la dimension politique du numérique dans les Smart City. C'est comment on peut créer du lien tout sur des territoires où les gens sont originaires de différentes régions, ou différents pays. En même temps, on sait très bien que le numérique, ça isole autant que ça peut lier, et que tu positionnes aussi les choses en disant que la problématique des, on va dire, petits territoires, c'est vraiment pas la même problématique des grands territoires. Et à ce propos, effectivement, il n'y a pas intérêt, à mon avis, ni à parler de filière numérique, ni même, je pense, à faire de la délocalisation sur le territoire au bénéfice de grandes entreprises, quoique ça peut participer dans un temps du développement du territoire. Mais pour avoir travaillé sur cette question il y a une époque avec des gens d'urbanisme et de géographie alpine dans les territoires de montagne, en fait c'était la notion d'opérateur de ressources, c'est-à-dire le numérique comme opérateur de ressources. Je vais te donner un exemple. J'y ai pensé quand tu as donné l'exemple ils n'ont pas la compétence, par exemple, ou ils n'ont pas le temps pour gérer les budgets. Mais le numérique, avec le réseau, tu peux regrouper peut-être 10-15 entreprises et les convaincre on va dire, pas délocaliser, mais en tout cas de faire prendre l'activité de faire les comptes par une personne. Ils mutualisent les coûts et via le numérique, ça fait un opérateur de ressources. Alors c'est des petites choses comme ça qui permettent de favoriser ce qu'on appelle le développement local. Il y a une autre notion aussi, c'est ce qu'on appelle les paniers de biens pour le tourisme. C'est que dans des zones que tu ne penses pas touristiques, tu te rends compte qu'il y a un vieux pressoir, un vieux château, un parcours, on va dire, qui te permet de faire une balade pendant 2-3 heures. Et quand tu lui réunis le tout, tu peux vendre des packages de 2 jours de vacances. Ça s'appelle panier de biens, Ça, c'est des notions travaillées par Bernard Pecker en France. Et qu'au final, tu arrives à utiliser le numérique. Alors, le panier de biens, ça passe par le fait de créer un site web qui va promouvoir ce voyage pendant de 48 heures, et via le numérique, tu arrives à mettre en avant, à communiquer sur des éléments ou même à créer des choses qui existent déjà, mais c'est en les assemblant que tu crées la nouveauté. C'est-à-dire que tu crées pas, si tu crées, mais tu crées pas forcément tu crées avec de l'existant. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, ou faire du neuf avec du vieux. Et donc voilà, je voulais t'inviter juste, j'ai pas vraiment de questions, je voulais faire un commentaire et t'inviter à voir cette notion d'opérateur de ressources. Ouais, en fait, c'est vraiment notre but. Il y avait une question en arrière. Do you get satisfaction?
Non, c'est juste que je voudrais vraiment voir les projets que vous avez produits et c'est ça me... Ah ben, on en parlera après le cours, après le cours. Après ça. D'autres questions? Juste, ce sont des interrogations, pas des questions, mais pour ouvrir un peu le débat peut-être sur autre chose. Les critères de choix. Là, on a parlé de tout ce qui est métropole et zones rurales et tout ça, mais d'après ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'on peut se poser la question concernant les critères de choix qui doivent être mis en place ou qui doivent être vraiment... que nous devons les prendre en compte pour dire ou pour définir est-ce qu'on va aller vers l'intelligence dans cette ville ou dans l'autre. Oui, comment on va choisir la ville pour décider par la suite sur quels critères on doit se baser pour dire que cette ville-là, elle a le potentiel de devenir une ville intelligente et cette ville-là, non, elle n'a pas le potentiel et il faut peut-être le retarder pour quelques années. Faut-il aussi comment faire pour préparer les populations existantes pour l'intelligence et pour la passation vers la ville intelligente et aussi ou sinon au lieu de concevoir tout un système de ville intelligente et comme tu as présenté là les enjeux entreprises et qui veulent aussi gagner des sous et tout ça, il y en a la possibilité de concevoir et de développer tout simplement des systèmes d'information à la carte, des systèmes d'information ambiants ou ubiquitaires ou mobiles à la carte pour des besoins et pour des services bien déterminés selon la ville. Donc ce n'est pas la peine que ça soit toute la ville intelligente, mais des services et des systèmes tout simplement intelligents. Et comme ça, les entreprises locales peuvent gagner des sous et la ville sera à 60, à 40, à 20% intelligent selon le taux d'acceptation de la population et ça continue et ça s'évolue dans le temps plus ou moins, quoi. Ce sont des interrogations que j'ai dans la tête pour après... Oui, ben, j'en partage surtout une, la deuxième que vous avez dite, en fait, par rapport à comment est-ce qu'on va amener les gens là. Il y a définitivement une grosse interrogation à ça. On parle de processus de e-santé, mais souvent, c'est les personnes âgées qui vont en bénéficier le plus, ne sont pas nécessairement rendues là. Donc, c'est à bon, peut-être ergonomiquement parlant, quelque chose dans ce cas, mais oui, il y a définitivement des interrogations à ce niveau-là. D'autres interventions? J'aurais deux petites questions, Ludique, un peu pour... Ludique, c'est bon. C'est juste, il y a un aspect que tu as mentionné sur une diapositive qu'en Abitibi, un des avantages, c'est qu'on pouvait ne pas attendre trop longtemps pour savoir si on a droit à un prêt ou pas. Sur quoi tu t'appuies pour affirmer cela? Ben, en fait, on le voit avec les belles séances du Conseil des élus qui passent les questions toutes les semaines. En fait, on les voit rapidement. Habituellement, c'est pas trop long. On a essayé quelques fois aussi par rapport à ça. Puis ça semble être mieux. En fait, je suppose que c'est mieux parce que les machines sont plus petites. Donc, tu parlais de la municipalité seulement ou tu parlais des banques? Surtout de la municipalité des banques, non, ça ne change rien par rapport à ça. Je suis désolé si j'ai été mal compris à ce niveau-là, mais ça va pas. Les banques, ça change. J'ai une information privilégiée, mais ce n'est pas lié au fait que c'est l'Abitibi, c'est lié simplement au fait que les Abitibiens sont moins endettés que dans les grandes villes. Donc, le résultat les banquiers travaillent très rapidement ici parce que c'est très rapide d'avoir la décision, parce que les gens sont moins endettés que par exemple à Gatineau, où il n'y a pas d'industrie, mais il y a beaucoup de choses à consommer, donc les gens sont ultra endettés, et quand tu demandes un prêt, ça prend beaucoup de temps pour avoir la réponse de la banque, pour donner la... Donc ça, c'est un petit détail. Pour rigoler à la fin, tu disais, en Abitibi, ce qui est bien, contrairement à la grande ville, on n'arrive pas au boulot à retard parce qu'on n'a pas d'embouteillage, mais tu as oublié de dire qu'on avait beaucoup de neige à pelleter. Oh, et puis oui. On arrive en retard pareil aussi. Non, mais voilà. Faut pas montrer les mauvais côtés. Il y avait un speech de vente aussi. Là, d'accord, ok, c'est bon. On le remercie encore une fois. Donc, on est bon pour une pause jusqu'à la reprise à 15h20. Non, pas 15h20, mais 15h40, excusez-moi. 20 minutes.